Bonjour, ça me fait plaisir d'être là parce que on parle souvent des écoles, la formation dans le domaine de la big data et je dois avouer que ces formations pour moi tardent à se concrétiser. Donc là, je suis heureux d'être au cœur d'une formation reconnue à cet égard. Ce que je voudrais, c'est essayer d'expliquer la caractéristique de cette révolution digitale dont on nous parle tant et qu'on a parfois un peu de mal à saisir. Quand moi je parle de ça, je crois que la façon la plus claire que j'ai trouvé de définir ça, c'est de parler des gains d'opportunité. Les gains d'opportunité, c'est la caractéristique de la troisième révolution industrielle, donc c'est de cette révolution de l'information avant tout. C'est un phénomène qui est en cours de croissance exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a à peu près 2,8 milliards de gens qui sont connectés au monde IP aujourd'hui. Donc vous faites évidemment tous partie. Donc 2,8 milliards, ce n'est pas la moitié de l'humanité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 2-3 ans qui viennent, à ces 2,8 milliards, on va rajouter 2 milliards d'individus. Pourquoi? Parce que smartphone, pays en développement, et donc accès au monde de l'IP. Et ça, c'est une exponentielle, évidemment, et c'est une exponentielle qui montre bien qu'on est dans un moment de singularité. Et ce moment de singularité, je crois qu'il s'exprime au travers de deux notions qui, pour moi, sont les notions fondatrices, finalement, de cette révolution digitale. La première, c'est vous, c'est la multitude, c'est nous tous, c'est the crowd, et sans vous, il n'y aura rien, en fait, de cette révolution digitale, parce que c'est vous qui faites la confiance sur les plateformes d'e-commerce. Quand vous mettez un rating, un nombre d'étoiles, ou même un commentaire sur ce que vous achetez sur Internet, que ce soit du Airbnb, des livres sur Amazon, ou des choses d'occasion sur eBay, eh bien, vous créez de la confiance. Mais c'est aussi vrai quand vous postez un article sur Wikipédia, quand vous améliorez la qualité des plans de OpenStreetMap, et ainsi de suite. Vous êtes finalement les créateurs de l'Internet tel qu'il existe. Et cette dimension est une dimension qui est tout à fait fondamentale parce qu'on arrive à créer de l'intelligence sous de multiples formes de cette façon-là. Puis la deuxième dimension, c'est une dimension nouvelle, et je crois que vous êtes au cœur de cette dimension, c'est évidemment la data. La data, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours exploité. Je pense que c'est une révolution qui date, moi je situerais ça aux alentours de 2002-2004, quand on a commencé à avoir des problèmes assez massifs, notamment au sein de Flickr. Donc Flickr, cette plateforme de photos, qui dit quand j'ai plus de 4 tags, donc ciel bleu, football, États-Unis et full, eh bien, je ne sais plus répondre à ces requêtes. C'est les gens qui cherchent avec des mots-clés de cette façon-là. Les requêtes type SQL, c'est trop long de répondre. Donc, ils ont commencé à interroger des gens, un garçon en particulier, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui s'appelle Doug Cutting, qui est l'inventeur de Hadoop, en leur disant comment je résous ce problème-là. Et Doug cherchait, il a essayé de trouver des solutions, et puis il a dit, finalement, on va essayer de garder, pour ce problème, mais d'autres problèmes qui lui étaient confiés de même type, des modèles de données, entre guillemets, plus à plat. Et alors, moi, je ne suis pas un ingénieur comme vous, et j'ai cherché un modèle allégorique de représentation de ce que pourrait être la big data. Et j'ai présenté ça à Doug Cutting en lui disant, est-ce que tu trouves que c'est un modèle qui fonctionne? Il m'a dit, c'est effectivement une assez bonne représentation. Donc pour moi, la SQL, NoSQL, c'est un peu ça. C'est dans un modèle traditionnel, si vous devez analyser une photo, vous allez la démonter suivant la dimension que vous aurez choisie. Vous allez dire, voilà, je vais analyser la photo en fonction de la dimension couleur. Donc je vais prendre tous les pixels bleus, je vais les mettre dans un silo bleu. Les pixels marrons, je vais les mettre dans un silo marron. Puis après, je pourrais faire des corrélations entre ces silos. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde des systèmes de base de données traditionnels. Mais évidemment, vous le concevez, vous allez perdre des dimensions de cette façon-là. Dans un système de big data, vous allez garder la photo sous sa forme traditionnelle. Et puis, vous allez prendre des lentilles, enfin des jumelles, mais avec beaucoup de jumelles différentes. Et vous allez décider de zoomer sur les dimensions qui vous intéressent. Donc vous allez dire, je veux zoomer sur
les couleurs, mais je veux aussi zoomer sur les états de surface, ou les expressions, ou les formes. Et ça, c'est la différence de la big data. C'est-à-dire que vous gardez les dimensions, et les dimensions aussi nombreuses qu'elles peuvent être possibles, et vous vous donnez la possibilité de pouvoir les analyser. Je crois que finalement, pour moi, la big data, ça se résume vraiment bien au travers de la règle des 3 V. Alors je sais que c'est un poncif, que vous l'avez tous entendu 1000 fois, mais ça mérite quand même d'être réexplicité. Donc la première idée, c'est... oui, c'est ça. La première idée, c'est de dire que, d'abord, on n'est plus dans l'échantillon. Et ça, c'est une idée qui est importante, parce que quand vous discutez avec des gens qui font de l'épidémiologie, ils vous disent, bah, nous, notre approche, c'est comme on a trop de données, on fait de l'échantillon. Mais vous perdez potentiellement plein de signaux, et plein de capacités à corréler des signaux faibles, et notamment quand vous êtes dans une approche multifacteur, et donc de détecter des signaux qui seraient perdus dans une logique d'échantillonnage. Donc le volume, c'est une notion importante. La deuxième notion, c'est la vélocité, et la vélocité, c'est l'essence même de la big data, c'est de dire, finalement, vous n'avez pas de connaissance initiale des dimensions que vous avez, et vous vous donnez la liberté de pouvoir étudier n'importe quelle de ces dimensions, donc vous gardez toute la pleine et entière vélocité que vous pouvez avoir au travers de ces données. Et puis, la troisième dimension, c'est, je crois, une caractéristique qui est particulière à la big data, c'est qu'elle n'est pas nécessairement plus rapide. Et dans certains cas, les systèmes SQL, les systèmes de données traditionnels, sont plus rapides que les modèles de big data. Mais là où la big data est remarquablement performante, c'est quand vous êtes dans des travaux multivariés. Et donc quand vous avez beaucoup de données simultanées, vous êtes capable de faire des travaux d'études de corrélation que vous êtes absolument incapable de faire avec les systèmes traditionnels. Donc ça, c'est idiot, mais je pense que c'est nécessaire de le rappeler. Et je crois que quand on est face à un problème donné, il faut s'assurer qu'on a ce type d'enjeu à traiter, parce que parfois les systèmes de données traditionnels, de bases de données telles qu'on les connaît, peuvent être plus efficaces si on a des processus extrêmement identifiés à résoudre. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire 3 choses, vous les connaissez également toutes. On peut révéler, donc des choses qu'on ne connaissait pas, on peut découvrir, on peut faire de la recherche en particulier, on peut prédire, donc on peut créer des modèles prédictifs à partir notamment de détection de signaux faibles, et puis on peut faire des learning machines, on peut décider de réagir automatique ou manuellement de cette façon-là. Et ça, je crois que c'est les 3 choses principales. Donc voilà ce qu'ouvre la big data. Donc finalement, en conclusion, ce que je vous dirais, c'est que moi, je pense que vous faites le métier le plus sympa qui puisse exister dans cette nouvelle ère qui apparaît. Et je vous invite à, évidemment, être des experts techniquement dans ces métiers, mais aussi essayer d'avoir des dimensions au-delà de ça, de vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut repenser les processus de votre entreprise au travers de ça, comment est-ce que vos entreprises doivent avoir créé des comportements éthiques à l'égard de ces sujets, et donc d'avoir une vision plus holistique qu'une vision technique à l'égard de ces sujets. Donc voilà ce que je voulais aborder. Je vous remercie de votre attention.